Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Didier Mausse, bonsoir. Bonsoir. Constitutionnaliste, merci d'être avec nous ce soir. Bertrand Mathieu, merci également, professeur de droit constitutionnel, vice-président de l'Association internationale de droit constitutionnel. Évidemment, au Sénat, on voit d'un très mauvais œil cette phrase d'Emmanuel Macron dans sa lettre. Je vous relis ces mots. Quel rôle de nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Faut-il les transformer et comment? On savait qu'Emmanuel Macron voulait réformer le CESE, on savait un peu moins qu'il voulait toucher au Sénat, Bertrand Mathieu. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que pour vous, il faut se la poser, cette question de transformer le Sénat? Le problème, c'est une question qui rebondit, puisque le général de Gaulle avait déjà articulé, et mal lui en a pris, le lien entre le Sénat et le Conseil économique et social. J'allais dire, si cette phrase n'était qu'une phrase portant sur la représentation des territoires et des organisations professionnelles, elle ne poserait pas en elle-même problème. Mais c'est vrai que dans le contexte, avoir souligné que parmi les réformes, il y avait le Sénat est quand même assez significatif. Didier Mausse, vous êtes d'accord? Écoutez, c'est vrai que le Sénat est en permanence en discussion, en débat. Depuis qu'il y a une seconde chambre, on se pose à chaque fois la question de savoir est-ce qu'il faut une seconde chambre. Je crois qu'il y a une double erreur dans la formulation d'Emmanuel Macron. La première, c'est de ne pas avoir posé la question du Parlement en tant que tel. Comment est-ce que le Parlement doit travailler pour être efficace au XXIe siècle? Et donc, ça inclut l'Assemblée nationale. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir mis dans la même phrase le Sénat, qui est une assemblée parlementaire, et le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas une assemblée parlementaire. C'est une assemblée constitutionnelle, puisque son existence est dans la Constitution, mais c'est une assemblée qui est nommée. Ce n'est pas une assemblée qui est élue. Donc, il y a d'un côté des sénateurs qui ont une légitimité démocratique, de l'autre des membres du CESE qui ont une légitimité globalement associative, professionnelle ou de nomination, mais ce sont deux institutions complètement différentes. Et quant au CESE, alors là, ça fait 60 ans qu'on se pose la question, comment est-ce qu'il pourrait être plus utile à la République? On pourrait croire que la transformation du Sénat ne préoccupe que les parlementaires du Palais du Luxembourg. Or, on s'aperçoit que les réserves viennent aussi d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, tous les deux invités de Public Sénat. Écoutez. Le CESE et le Sénat sont-elles des chambres qu'il faut absolument conserver? Ma conviction... Ou des assemblées, pour parler moderne. Ma conviction est oui. Mais les acteurs qui peuvent être garants d'un certain nombre de valeurs républicaines et d'autres institutions, j'en vois un, par exemple, qui est le président du Sénat. Et donc, heureusement qu'il existe, si je peux me permettre. Sans doute faut-il faire évoluer nos institutions. Elles ont vieilli, et y compris, dans ces cas-là, faudrait-il poser non pas seulement la question des assemblées, mais aussi la question du pouvoir exécutif, parce que ce président est quand même extraordinaire. Il nous dit, au fond, la crise, c'est le Sénat. Première nouvelle. La crise, c'est l'Assemblée. Là aussi, première nouvelle. En revanche, l'exécutif, le président de la République, ça, on n'y touche pas. On n'en parle même pas. Ça va dans le sens de ce que vous dites tous les deux. Bertrand Mathieu, est-ce que de toute façon, c'est seulement faisable d'un point de vue, j'allais dire, juridique, constitutionnel? Est-ce qu'on peut toucher au Sénat sans l'accord du Sénat? On peut imaginer de le faire comme l'avait fait le général de Gaulle en utilisant directement le référendum de l'article 11, qui est un référendum qui n'est pas précédé d'un vote des assemblées. Alors il y a eu de grands débats sur la constitutionnalité de cette utilisation. Le problème, c'est qu'en pratique, je pense qu'il peut l'utiliser. Peut-être une question sur laquelle on reviendra, mais je crois qu'il y a finalement un porte-à-faux dans ce débat, parce que le problème n'est probablement pas essentiellement institutionnel dans la crise que l'on connaît. Et je crois que le pouvoir politique a très largement perdu la réalité du pouvoir, et que c'est probablement l'une des crises. Alors on recherche à recaler un petit peu l'organisation des pouvoirs, mais je ne crois pas que ça soit véritablement le problème essentiel. Moi j'entends dans ce que vous dites, et peut-être vous allez le contester, Didier Mausse, que c'est possible de toucher au Sénat sans demander l'avis des sénateurs? Écoutez, c'est techniquement possible. Officiellement, c'est pas possible. L'article 89 de la Constitution est très précis là-dessus. Une révision constitutionnelle, c'est le vote par une assemblée, puis l'autre assemblée en termes concordants, puis soit le Congrès, soit le référendum. Alors c'est vrai qu'on a utilisé 2 fois l'article 11 directement. Une fois, ça a bien marché en 62. La deuxième fois, en 1969, comme le rappelait Bertrand Mathieu, ça n'a pas bien marché, parce que le général de Gaulle, du coup, a été obligé de s'en aller. Et les avis juridiques que l'on a eus depuis, qui ont été rendus publics depuis, montrent aussi bien du côté du Conseil constitutionnel
constitutionnel que du Conseil d'État, que l'article 11 ne doit pas être utilisé pour la révision de la Constitution. Mais j'allais dire, c'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, il est politique. Est-ce que ça vaut le coup pour un président de la République aujourd'hui, qui est dans une situation un petit peu compliquée, c'est un euphémisme, de se mettre à dos le Sénat? Et derrière le Sénat, il y a 550 000 élus locaux. Il a un peu les gilets jaunes derrière lui, pardonnez-moi. Alors, les gilets jaunes, c'est encore autre chose. Le contexte y est pour quelque chose, elle vient du peuple, cette demande. Mais c'est vrai que le Sénat a toujours eu un problème d'identité. Moi, je me souviens de ce grand sénateur de cette maison, qui, à chaque fois qu'il prenait la parole, disait, au bout de 3 minutes, il y a l'Assemblée nationale, d'un côté, tout le monde sait ce que c'est, et nous, il faut qu'on vous explique pourquoi on est là. La représentation du territoire, ce n'est pas une notion automatique, mais elle est indispensable. En tout cas, bon, moi, je suis maire, donc je considère que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Bertrand Mathieu, oui. Oui, je crois que le Sénat est nécessaire à l'équilibre des pouvoirs. Mais je crois que pour revenir sur cette question de l'utilisation du référendum, le problème, en effet, la question de la constitutionnalité de ce recours se pose. Le problème, c'est que si le président de la République décide d'y recourir et à moins d'un coup de force du Conseil constitutionnel, je ne vois pas véritablement comment on en empêcherait. Cela étant, est-ce qu'il a intérêt à le faire? Je crois que non, pas sur ce sujet-là. Il a probablement intérêt, à mon avis, à faire à un moment ou à un autre un référendum ou une dissolution. Je crois qu'il va y avoir un moment, et ça ne concerne pas le Sénat par définition, il va y avoir un moment où le vote va être une nécessité. Mais je ne crois pas personnellement que la mise en cause du Sénat soit le bon sujet. Alors, quand il s'agit de toucher au Sénat et au CESE, l'exécutif dit pourquoi pas. En tout cas, il entrouvre une porte. En revanche, poser la question d'une dissolution de l'Assemblée nationale ou même de la démission du président de la République, d'Emmanuel Macron, alors là, pas question. Sur ce point, les institutions sont soudainement sacrées, en tout cas pour Gérald Darmanin. Écoutez. Le bien de nos institutions, c'est la stabilité de notre pays. Ne jouons pas aux apprentis sorciers avec nos institutions. Qu'il faille moderniser, réformer, plus écouter encore, c'est vrai. Mais dissoudre l'Assemblée nationale, faire démissionner le président de la République, demander aux Français, aux députés ou aux sénateurs d'avoir des mandats impératifs. C'est le contraire de l'esprit même de ce qu'est la République française et de ce qu'est exactement, me semble-t-il, les institutions léguées par le général de Gaulle. Et Didier Mauss, là, j'imagine que vous applaudissez. J'applaudis qu'en partie, parce que je crois que dans ce que vient de dire M. Darmanin, il manque le mot démocratie. Bon, ce qu'il a dit, c'est pas uniquement la Ve République, c'est la démocratie qui est un régime représentatif. Et c'est le moins mauvais de tous les régimes que l'on connaisse. Bon, donc il faut le garder. Bon, ceci étant, la démission d'un président de la République sous la pression de la population et de mouvements sociaux, on l'a jamais vu sous la Ve République. Bon, et quant à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une éventualité. Il faut se rappeler 1968, où en réalité, on a réglé le problème qui est un problème 10 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Grâce à la dissolution de l'Assemblée nationale, le fait que d'un débat national, on était passé à un débat qui serait aujourd'hui dans 577 circonscriptions, si on le fait à l'heure électorale constante. Il n'est pas exclu qu'on ait besoin de dissoudre à un moment. Et pour rebondir sur le référendum, moi je pense qu'il serait logique qu'à la fin de ce long processus du débat national, lorsque le gouvernement et le président de la République auront proposé un certain nombre de réformes, il y a un ou plusieurs référendums, on verra exactement comment, pour entériner un certain nombre de transformations. Il faut rendre le pouvoir au peuple, ça c'est vrai, et la seule solution que l'on ait, c'est le référendum. Ceci étant, je termine sur la dissolution. Moi, je pense qu'une dissolution à loi électorale constante, ça n'a aucun intérêt, et qu'avant de faire une dissolution, il faudrait changer la loi électorale de l'Assemblée nationale, et là, je vais aller contre ce que pense le président de la République, mais on est là pour ça, c'est qu'il faut une proportionnelle intégrale dans la France d'aujourd'hui, et pas simplement une dose de proportionnelle. Parce que quand on regarde les simulations qui sont faites, si on veut assouplir le système, ce qui est quand même l'objectif, eh bien 10, 15%, 20% ou même 50% de proportionnel, ça ne suffit pas. Pour rebattre les cartes, il faut modifier complètement les règles du jeu politique, mais je ne pense pas que le président d'aujourd'hui ait envie de proposer la proportionnelle intégrale. Je voudrais, si vous le permettez, rebondir là-dessus. Sur les propos de Gérald Darmanin, je crois qu'il confond deux choses. En effet, la dissolution et la démission du président de la République, ça n'a rien à voir. La dissolution est une arme constitutionnelle dont use le président de la République. Il dit pas question pour les deux. Comme il l'entend, mais c'est pas la même chose. C'est pas une crise institutionnelle. Sur la proportionnelle, je suis
partiellement en accord et en désaccord profond avec ce que vient de dire Didier. Je suis en accord profond qu'un peu de proportionnel, ça ne changera rien. Ça, c'est vrai, il a raison. Oui. Mais je crois qu'avec beaucoup de proportionnel, ou une proportionnelle totale, on va toucher à ce qui fait probablement un des éléments de stabilité de la Ve République qui est plus fort que les éléments qui sont eux-mêmes dans la Constitution. Je crois que le problème, c'est que un président... regardez comment Jacques Chirac ou François Mitterrand se sont finalement sortis d'affaire après une dissolution. Je crois que là, on rendrait la France complètement ingouvernable dans un moment... Là, on jouerait aux apprentis sorciers comme le... Ouais, dans un moment où elle a besoin d'être gouvernée, contrairement à ce qu'on pense. Il faut faire face aux événements, mais elle a besoin d'être gouvernée. Oui, mais ça, je pourrais être d'accord, mais je ne connais pas d'autre solution que de faire de la proportionnelle intégrale si on veut rendre le système un peu plus souple et en réalité passer d'un gouvernement présidentiel à un gouvernement contractuel entre des forces politiques et sociales. Et c'est ça la difficulté, j'allais dire. Bon, nous connaissons bien nos boîtes à outils, Bertrand Mathieu et moi. Bon, il y a 10 ans, j'aurais pas tenu le même raisonnement. J'aurais dit le scrutin majoritaire est co-substantiel à la Ve République. Bon, j'ai évolué sur le fond parce que on évolue de temps en temps, et je crois que dans la crise d'aujourd'hui, ça serait... On peut se poser la question, il y a le système à l'allemande, moitié proportionnel, moitié majoritaire, qui du point de vue juridique a quelques avantages parce qu'on n'a aucun problème de constitutionnalité, mais est-ce que ça suffit ? La question est, est-ce qu'on veut en réalité passer d'un président de la République qui incarne un programme politique à une situation où le programme politique naîtra d'une discussion au sein de l'Assemblée nationale ? Et ça, c'est un vrai débat, Moi, je crois qu'à un moment où on a une crise de la représentativité, une crise de la démocratie, la proportionnelle intégrale est pour moi un faux semblant. Pour la raison suivante, c'est que dans le système actuel, finalement, à la sortie des urnes, on savait qui allait gouverner. La proportionnelle, elle va conduire nécessairement à ce qu'un certain nombre de partis se mettent d'accord, et j'allais dire, à la sortie des urnes, on ne sait pas qui gouverne. Et finalement, le pouvoir, à ce moment-là, échappe au peuple, aux électeurs, pour se jouer entre les partis, les coalitions, etc. Et je crois que ça peut aussi couper ce lien entre les représentants et les représentés, qui est quand même le problème fondamental aujourd'hui. Oui, non mais ça c'est vrai. Non mais je reconnais que par exemple l'exemple allemand en ce moment ne plaide pas pour la proportionnelle, puisqu'il a fallu 4 mois ou 5 mois à Madame Merkel qui avait gagné les élections pour arriver à former une coalition. Mais à l'inverse, aux élections législatives de 1986, où pour la seule fois sous la Ve République, on a eu de la proportionnelle, on a connu le camp vainqueur le soir de l'élection, parce qu'il y avait des alliances politiques suffisantes. Mais si on veut assouplir, si on veut rendre effectivement le débat possible, moi, j'ai pas d'autre solution. J'en cherche, mais j'en ai pas d'autre. Alors, faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative ? C'est l'autre question posée par Emmanuel Macron dans cette lettre donc adressée aux Français et qu'il suggère lors de ce grand débat. Un bon instrument dans une démocratie, a aussi déclaré Édouard Philippe lors de son interview aux Échos. Mais attention, le référendum n'est pas possible sur tout. C'est ce qu'a évidemment rappelé Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères de RMC. Référendum sur quelles questions ? Des questions qui sont compatibles avec la Constitution. On ne peut pas, par exemple, pour un référendum, modifier la Constitution. C'est l'article 89 pour modifier la Constitution. Donc, je vous mal le président de la République se lancer dans ce genre d'aventure anticonstitutionnelle qui lui serait reprochée, bien sûr. Et je vois que ça vous fait déjà réagir, Bertrand Mathieu. Oui, moi écoutez, je crois en effet, et je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qu'il faut remettre du référendum dans les institutions. Le référendum, il fait partie de l'ADN de la Ve République. La souveraineté s'exerce... Mais la question, c'est à quelle dose ? Sur quoi ? Quelle question ? Déjà revenir au référendum. Le référendum, les responsables politiques, on peut les comprendre, les chefs d'État, on peut les comprendre, en ont peur. Bon, ça c'est vrai que c'est un risque. Mais je crois qu'à un moment, pour rétablir la confiance, il faut qu'entre une décision politique et un vote, il y ait un lien direct. Donc je crois que d'une manière générale, il faut revenir au référendum. Le référendum, d'abord le référendum d'initiative du président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, quand il y a une question importante, le président de la République doit interroger les Français. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, c'est un autre problème. Alors je crois que ça peut être utile, notamment sur des questions locales. Mais je ne crois pas qu'on puisse... vous savez, je vais vous dire, ce qui, à mon avis, va sortir de cette affaire, c'est qu'il va y avoir une très grande frustration. Parce que soit on ouvre le RIC très largement, et dans ce cas-là, ça devient immaîtrisable,
où on le canalise trop, ce que l'on risque de faire, et si on le canalise trop, on va avoir une très très grande frustration dans la population. Mais je crois qu'il faut vraiment, je peux vous donner, vous voyez, on interroge comme ça, sur quoi, comment. Je crois qu'il faut vraiment faire un travail de fond, et je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous donner là à l'instant une liste, un nombre de signataires, un nombre de questions, etc. Mais je crois qu'il faut travailler sur cette question avec raison. Écoutez, je regardais l'article 11 modifié en 2008 et je me suis reporté aux travaux de la commission Vedel de 1992-1993 sur la révision de la Constitution, dont le projet de 2008 découle directement. Et je me suis aperçu que c'est à ce moment-là que nous avions inventé dans ce comité le système qui ne marche pas, celui d'aujourd'hui. Donc j'en porte un petit peu la co-responsabilité. Et moi aussi, pour avoir repris chez Balladur. Voilà, absolument, voilà, c'est vrai que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça a été construit pour ne pas marcher. Donc il faut changer. Et moi, je suis très favorable à un référendum. Alors, je n'appelle pas ça d'initiative citoyenne, j'appelle ça d'initiative minoritaire, mais le vocabulaire n'a aucune espèce d'importance, parce que je crois qu'il est important dans notre démocratie d'aujourd'hui qu'il y ait plusieurs voies d'alimentation d'un processus de décision. Il y a 40 ans, je m'occupais de droit de la concurrence, et beaucoup moins de droit constitutionnel, et j'ai toujours eu l'idée que dans le système constitutionnel, il faut introduire de la concurrence. Il ne faut pas qu'il y ait un blocage. Il faut que l'on puisse aboutir à un processus de décision lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série de questions compliquées. Bon, on ne peut pas admettre qu'il y ait un référendum, quel qu'il soit d'ailleurs, qui propose un texte contraire à la Constitution. Il faut réintroduire le Conseil constitutionnel, y compris d'ailleurs dans le référendum d'initiative présidentielle. Bon, mais on peut arriver à construire quelque chose et c'est pas très très compliqué. Mais on peut pas simplement. Il ne peut pas y avoir 10 000 personnes qui disent on va faire un référendum sur quelque chose. Non, ça il y a deux obstacles. D'abord, moi je suis assez peu favorable à trop réintroduire le Conseil constitutionnel parce que je pense qu'en France, comme ailleurs, on a trop de juges, au sens large du terme, et je crois qu'il ne faut pas augmenter le pouvoir des juges. Et d'autre part, le problème du référendum, l'initiative minoritaire, citoyenne, populaire, etc. C'est que bientôt, on va assez vite s'apercevoir qu'il y a un tas de questions sur lesquelles on ne peut pas intervenir, non pas parce qu'elles sont contraires à la Constitution, mais parce qu'elles relèvent de compétences qui appartiennent à l'Union européenne. Par exemple, pensons si on veut taxer les GAFA. Prenons cette idée-là. Oui, on est à peu près sûr que les Français répondront oui. Et on se heurtera à des règles européennes. Et là, le peuple s'apercevra que la démocratie est relativement nue, puisque le pouvoir lui échappe. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et ça, il faut le dire. Oui. Aujourd'hui dans le débat. Non, mais ça, je suis d'accord sur le fait qu'il faut le dire, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de garde-fous. Mais se dire que l'on peut prendre des initiatives citoyennes qui peuvent aboutir, après un certain nombre de contrôles, à un référendum, il y a le problème de la rédaction du texte. Est-ce qu'il faut faire un référendum sur une idée ou sur un texte ? Bon, en France, pour l'instant, on fait un référendum sur un texte. Mais en Suisse, vous avez un processus qui est assez fascinant, d'ailleurs. Lorsque l'initiative référendaire porte sur une question et non pas sur un texte, il appartient au Parlement fédéral de rédiger l'initiative législative, et c'est celle-là qu'on soumet au référendum. Bon, on pourrait tout à fait en France, s'il y a simplement une idée sans texte, confier au Conseil d'État le soin de rédiger, j'allais dire, la proposition de loi adéquate. Il y en a quelques-uns qui savent faire. Mais je crois que c'est bon du point de vue du fonctionnement de la démocratie. Et on s'arrêtera sur cette idée. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spéciales droit constitutionnel.